voilà ma dernière intervention avant le colloque du 13 décembre au Palace de la Chine. Je voudrais un peu résumer la façon dont je vois le déroulement de cette journée. Trois temps. Un temps où l'on s'interroge sur ce que nous dit la tradition astrologique, sur la façon dont, sur ce qu'est l'astrologie, quelle est la philosophie de l'astrologie, quelles sont les techniques de l'astrologie. Et un deuxième temps qui est celui du décodage, car finalement, il faut aussi comprendre le monde, il faut aussi regarder le monde, il faut aussi observer le monde. Et ça, ça vient en plus, ça vient compléter la tradition astrologique. Et cette observation du monde et cette tradition astrologique doivent se féconder mutuellement pour faire apparaître une astrologie restaurée, réformée. Et puis un troisième temps, qui est justement celui de l'application de cette astrologie réformée à la compréhension du monde actuel, avec la possibilité éventuellement de prévoir, c'est-à-dire de projeter dans l'avenir ce que nous avons établi dans le passé. Voilà ces trois temps. Et je voudrais revenir sur certains points importants en parlant de Rudyard, qui, comme on le sait, passait assez facilement des 30 jours aux 30 années, selon un système de correspondance d'un jour pour un an. Et ce faisant, il était dans une certaine logique de correspondance temporelle qui existe également dans l'astrologie hindoue. Puisque dans l'astrologie hindoue, comme avec la théorie des dasha, le parcours de la Lune, qui évidemment est très court, est transposé pour correspondre à une durée globale de 120 ans. Voyez-vous ? Donc on utilise un système qui correspond à un astre extrêmement rapide, mais on lui attribue une portée beaucoup plus considérable. Et ça me paraît intéressant. Alors évidemment, donc c'est ce que fait également Rudyard, quelque part. Alors évidemment, ces correspondances peuvent être discutées sur le principe. Mais ça montre bien, pour l'historien de l'astrologie, la démarche qui est suivie. Cela dit, je crois qu'à un moment donné, on est sorti de ce système pour adopter ce qu'on pourrait appeler une astrologie non plus lunaire, mais saturnienne. Cette astrologie saturnienne permettait d'utiliser des données astronomiques réelles et non plus d'être dans un système de correspondance, du genre un jour pour un an ou même pire. La découverte de Saturne, je rappelle quand même qu'on a découvert Saturne bien après les luminaires et bien après les étoiles, fait naître ce qu'on pourrait appeler une astrologie moderne, puisqu'à ce moment-là, il n'y a plus de nécessité d'utiliser la Lune, on utilise carrément Saturne, qui est une super lune qui a exactement les mêmes caractéristiques que la Lune, c'est-à-dire qui découpe le temps en 7 ou en 30, comme la Lune, mais non plus en jours, mais en années.
c'est cette astrologie-là que, pour ma part, je préconise. D'autre part, je reviens sur la question des étoiles fixes, royales. Un des débats est celui-là. La division de la semaine, qui est quelque chose d'extrêmement répandu, aussi bien chez les chrétiens que chez les juifs ou chez les musulmans, qui divise en 4 le mois, selon des procédures diverses. Est-ce que cette division en 4 est fondée au départ sur les rencontres, les aspects entre le Soleil et la Lune? La conjonction serait donc la nouvelle Lune, l'opposition à la pleine Lune, et puis entre les deux, on aurait des demi-lunes. Ou bien, en réalité, c'est ce que je pense d'ailleurs, n'aurait-on pas affaire à des conjonctions entre la Lune et chacune de ces 4 étoiles fixes royales? Voilà un débat, qui aurait permis également une division en 4. L'inconvénient, c'est que ces 4 étoiles fixes royales ne divisent pas de manière absolument exacte le cercle en 4. Il peut y avoir des variantes, des variations, mais peut-être qu'on a trouvé un accommodement. En tout cas, la référence aurait pu être celle-là. La division en 4, ce qui permettrait la division en 4, aussi bien du cycle de Saturne que du cycle de la Lune, ça aurait été en réalité l'existence de 2 grands axes naturels, si on peut dire, l'axe Aldébaran-Antares et l'axe Régulus-Fomalo, qui se croisent, qui forment une sorte de croix, et qui permettent de découper en 4 tous les cycles possibles. En conclusion, ce que j'aurais souhaité, mais évidemment c'est beaucoup demandé, c'est qu'en tout état de cause, nous avons un système avec un très petit nombre de facteurs. On a la Lune, on a Saturne, on a les étoiles fixes royales, et en aucun cas n'est-il justifié d'utiliser les autres planètes. On peut utiliser leur nom, leur qualité, leur qualification pour qualifier justement les phases d'un cycle, ce que font les hindous, puisqu'ils attribuent les dashas successivement à ces différentes planètes, ce que fait Ptolémée dans la Tétrabible lorsqu'il répartit les planètes, si on peut dire, entre les signes, mais c'est simplement en vue de qualifier, de donner la tonalité de la période, et non pas de dire si telle planète sera bonne dans tel ou tel signe. Ça n'a rien à voir. Donc il y a un usage mythologique, et on peut penser d'ailleurs que l'astrologie a pu naître dans un univers mythologique, avant même que ces dieux ne soient associés à des planètes. Ce qu'on voit très bien chez Manilius, d'ailleurs. Dans l'Astronomicon de Manilius, qui est paru au 1er siècle, donc un siècle avant Ptolémée, on voit des dieux associés à des signes et des dieux qui n'ont rien à voir avec les planètes. Et je dirais aussi que la mythologie elle-même semble avoir été marquée par l'astrologie. Parce que pourquoi certains dieux n'ont-ils pas été choisis pour nommer les planètes? Eh bien, et pourquoi ces dieux ont-ils été mis en réserve et n'ont-ils été utilisés qu'à partir du XVIIIe siècle? Il y a là une question qui se pose et qui trouve sa solution dans la mythologie. Voilà. Donc, on pourrait approfondir cette question, mais là, il y a une dialectique entre mythologie, astrologie et astronomie
qui reste à approfondir, à étudier très sérieusement. Voilà, donc voilà ce que j'attends de ce colloque, de ce travail en commun, de ce travail collectif sur l'astrologie. Alors je ne me fais évidemment pas beaucoup d'illusions. Cela dit, je ne remets pas du tout en question pour autant ce qu'on peut appeler l'astromancie, ou ce que mon ami Paul Roland appelle l'astrosophie. C'est-à-dire, on regarde le ciel à un moment donné, dans sa globalité, et on trouve une inspiration, une sorte de divination par l'observation du ciel à un moment donné. Et à ce moment-là, ça n'a absolument aucune nécessité de se servir du moment de la date de naissance. C'est une mancie, et cette astromancie, elle cohabite avec l'astrologie. Et puis, je terminerai sur les travaux de Michel Gauquelin en disant qu'il apparaît néanmoins que ces planètes, en dehors de Saturne et de la Lune, ont été utilisées, puisque Gauquelin les met en évidence, et cela, cette fois-ci, par rapport au thème natal, par rapport au moment de la naissance. Donc là, nous avons aussi une autre astrologie. Donc on a 3 astrologies en présence. Il semble qu'en effet, à un moment donné, on ait jugé bon de qualifier, en se référant à des totems planétaires, des activités socio-professionnelles. En disant que telle activité serait associée à la Lune, ou à Vénus, ou à Saturne, ou à Jupiter, à Mars, etc. En laissant d'ailleurs de côté Mercure et le Soleil, si on regarde les travaux de Gauquelin. Voilà. Donc nous avons 3 astrologies qui cohabitent, une astrologie cyclique, qui n'est pas liée au thème natal, une astrologie divinatoire, qui n'est pas non plus liée au thème natal, qui est en fait une astrologie horaire, et puis une astrologie génétliaque, liée au thème natal, qui est celle que met en évidence Gauquelin, et qui utilise 5 astres. Voilà. Donc c'est cette cohabitation entre ces 3 astrologies qui constitue ce qu'on appelle l'astrologie.